Salut les amis! Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui remet les choses en perspective. On parle souvent de progression, de chrono, de plan d'entraînement, de VO2 max. Mais parfois, le vrai défi, c'est pas d'aller plus vite. C'est simplement de pouvoir marcher. Valérie ne courait pas. Elle ne faisait pas spécialement de sport. En 2014, une simple entorse, une opération de la cheville, et sa vie bascule. Douleur neurogène, hypersensibilité, incapacité à porter une chaussure. Des années de galère, de béquilles, de passage à la clinique de la douleur. Et pourtant, 10 ans plus tard, pour ses 40 ans, elle court un marathon. Elle termine Mort à Fribourg. Elle s'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Elle prépare Édimbourg. Pas pour faire un chrono incroyable, pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais parce qu'elle peut. Et quand on a traversé 10 ans de douleur chronique, franchir une ligne d'arrivée, c'est pas une performance, c'est une victoire. Si vous êtes parent, si vous jonglez entre travail, famille et sport, si vous avez déjà été freiné par une blessure, si vous avez parfois l'impression que votre corps vous met des bâtons dans les roues, cet épisode est pour vous. Parce que la course à pied, ce n'est pas qu'une question de jambes, c'est une question d'espoir. Bienvenue dans Coureuse du dimanche, et voici l'histoire de Valérie. Le dimanche, jour de repos? Pas pour tout le monde. Il jongle entre le boulot, les enfants, les amis et les kilomètres. Bienvenue dans Coureur du dimanche, le podcast qui célèbre les héros ordinaires de la course à pied. Chaque mois, un invité, une histoire, une source d'inspiration pour vos sorties longues. Alors lacez vos baskets, montez le son et préparez-vous à courir avec nous. Ma chère invitée, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Pour les gens qui n'ont pas reconnu ta voix, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Alors, je m'appelle Valérie Salamin, j'habite à Grandson, je suis gruyérienne, je viens d'Albeuve, je suis originaire d'Albeuve. J'ai un petit garçon de 7 ans et je suis enseignante spécialisée. Tu m'as contacté en fin d'année dernière, je crois, fin 2025, sur les réseaux sociaux, en me parlant brièvement de ton histoire, que j'ai trouvé assez fantastique. Et c'est vrai que je suis toujours très très friand d'amateurs de course à pied comme moi, qui débutent sur le tard, et puis qui finalement essayent de récolter des conseils un peu à gauche à droite pour débuter. Mais toi, en plus de ton début de la course à pied, il y a aussi un élément, c'est une blessure, une opération à la cheville et des douleurs chroniques qui s'en sont suivies pendant plusieurs années qui m'ont encore plus attiré sur ton parcours. Non pas que je trouve ça cool que quelqu'un soit blessé ou quelqu'un ait mal, mais je trouve qu'il y a un côté résilience et puis abnégation qui mérite d'être partagé avec le public. Donc, si on va directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de cette opération? Oui, alors c'était en avril 2014, je me suis fait opérer de la cheville suite à une bête entorse. Je n'arrivais pas à récupérer, puis du coup on a décidé d'opérer, et puis suite à cette opération, j'ai pas récupéré de l'opération, et en fait on a découvert que j'avais un nerf qui avait été touché. Et puis, du coup, j'ai des douleurs neurogènes qui sont développées petit à petit. Donc, j'arrivais plus à marcher. Je devais marcher avec des béquilles pendant des mois. Je supportais plus les chaussures ni les chaussettes. Donc, j'ai fait plusieurs hivers en ballerines. Je mettais que des ballerines et avec à côté du pantalon remonté jusqu'au mollet. Tu parlais d'une simple entorse qui a un peu dégénéré. Pour les gens qui ne sont pas familiers du terme, est-ce que tu peux développer un peu la partie neurogène? Oui, alors en fait j'avais vraiment des douleurs, je dirais atypiques, ça me faisait mal, mais en fait j'avais l'impression comme si on me plantait un coup de poignard dans le pied. Des fois c'est des moments où j'ai l'impression qu'on serre mon pied, mais ça serre vraiment, comme si on me le compresse. Parfois, ça brûle.
j'ai l'impression que mon pied surchauffe, ou à l'inverse, j'ai froid. J'ai vraiment une hypersensibilité que j'ai toujours dans le côté gauche. Donc en fait, si on me touche à certains points du pied, vraiment, ça me fait presque partir dans les pommes, en fait. Je vois des étoiles et puis ça peut me faire vraiment un moment que ça me coupe la vision. C'est extrêmement handicapant déjà comme réaction, comme symptôme. Est-ce que cette blessure, elle est liée à une activité sportive intense? Tu pratiquais du sport avant ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, vraiment pas grand-chose. Juste un petit peu de marche et puis là, je me suis blessée en marchant et puis j'ai glissé dans le trottoir. Donc vraiment une bête entorse, je dirais. Mais pas pendant une activité sportive. Mhm. Donc une bête entorse avec une pause du diagnostic et une opération. Est-ce que le diagnostic, il est tombé assez rapidement et tu savais ce qui allait pas? Suite à l'opération, non, il a fallu du temps justement pour qu'on comprenne pourquoi j'avais encore mal suite à l'opération. Non, c'était Non, vraiment... avant. Ouais, c'est ça. Avant. Oui, là, ça a été rapide. C'était rapide, en fait. Le médecin, enfin, c'était une ligamentoplastie. Et puis, on a d'abord essayé la physio, puis finalement, il a vu que ça fonctionnait pas. Donc, il m'a proposé l'opération. Puis, je me suis dit, on y va, comme ça sera réglé, quoi. Donc, l'opération se passe bien. Tu décides assez rapidement de passer à l'acte, comme tu dis, pour passer à autre chose et puis retrouver le cours de ta vie. Mais il s'avère que la convalescence se passe pas comme prévu. Non. Alors, j'ai commencé la physio habituelle, puis là, à la physio, il me disait, c'est bizarre quand même. Dès que je commençais à faire un peu plus d'efforts sur le vélo, mon pied changeait de couleur. Il devenait tout rouge, il y avait des points comme des picots qui apparaissaient. Et puis en fait, en cherchant, on s'est rendu compte qu'il y a un nerf qui avait été touché, abîmé pendant l'opération ou avant ou après, on ne sait pas exactement. Et puis du coup, après, j'ai été prise en charge à la clinique de la douleur, ici à Fribourg. Et puis, ils m'ont dit que j'avais une algoneurodystrophie. Qui est ou un SUDEC, il a plusieurs noms barbares. C'est un syndrome douloureux régional complexe. Donc, c'est vraiment des douleurs neurogènes qui peuvent être quand on a une lésion à un nerf, comme moi j'ai, mais ça peut aussi apparaître... suite à un choc, et puis finalement, c'est des douleurs comme des douleurs type douleurs fantômes, en fait, qui apparaissent pour différentes raisons. Et ça, j'imagine que c'est quand même extrêmement handicapant, parce qu'indépendamment de la douleur que tu avais peut-être quand tu as fait ton entorse, les mois qui ont précédé l'opération, c'est une chose, mais devoir vivre au quotidien en sachant pas, entre guillemets, à quel moment tu vas être frappé par la douleur, et dans quel état ça va te laisser, j'imagine que psychologiquement et physiquement, ça a dû être difficile. Ouais, c'était vraiment très difficile. Je pouvais plus rien vraiment prévoir. Il y avait des journées où j'avais tellement de douleur où j'arrivais vraiment plus rien à faire. Je devais juste me reposer quand j'arrivais à dormir. Et puis après, j'ai essayé de tout réadapter pour pouvoir fonctionner plus ou moins normalement. Mm-hmm. Tu disais que tu es enseignante spécialisée, donc une personne active, donc ça veut dire que ça implique quand même un aménagement potentiellement de tes horaires de travail, voire une réduction du taux de travail. Comment est-ce que tu as réussi à garder l'espoir ou à rester positive dans ces moments de doute où finalement tu ne savais pas trop sur quel pied danser? Alors, du coup, à l'époque, j'étais enseignante et j'avais une classe. Et puis, en fait, j'ai eu des tels pics de douleur pendant l'enseignement que j'ai dû réduire un peu mon taux. Et puis, c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, en classe, surtout avec des petits degrés, on est tout le temps en mouvement. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion. Je me suis lancée dans la formation d'enseignante spécialisée. Ça m'a aussi motivée à la faire. Où je me suis dit, finalement, peut-être que je pourrais enseigner différemment en ayant potentiellement plutôt des petits groupes ou de l'enseignement individuel. Et comment est-ce que t'en es venu à pratiquer une activité physique? Donc, je suis toujours restée en mouvement. Donc, même quand j'avais les béquilles, je suis toujours restée active. Et puis, j'ai toujours refusé de prendre les médicaments. Et dès que j'ai pu lâcher les béquilles, j'ai commencé à marcher. Puis, je suis allée marcher avec les bâtons. Puis, finalement, je me suis rendu compte que pendant l'effort, les douleurs n'étaient pas pires.
J'avais peut-être des crises le soir, mais pas pendant l'activité physique. Du coup, j'ai commencé par marcher. Et puis après, ma belle-mère, la copine de mon papa, elle m'a dit bah, viens, on fait le Mort à Fribourg, le petit Mort à Fribourg, en marchant. J'ai dit go, on y va. Donc, on a fait le petit Mort à Fribourg. Donc, au départ, c'était vraiment de la marche. L'année d'après, j'ai fait le grand Mort à Fribourg en marchant avec mon papa. Et puis après, dans ma région, j'ai vu qu'il y avait un groupe de courses pour débutants. Et je me suis dit, bon, j'ai jamais couru, mais je vais aller voir ce qui se passe dans ce groupe, en fait. Et puis du coup, je suis tombée dans un groupe merveilleux, avec une coach super que j'adore, et puis vraiment des personnes hyper bienveillantes. Enfin, on s'encourage, on se tire en avant. Puis je me suis dit, bon, allez, je continue. Puis c'est comme ça que je me suis mise à la course à pied. Quand on débute sur le tard, il y a plein de signaux contradicteurs. J'en connais un rayon, j'ai commencé sur le tard. Il y a plein de signaux qui te disent surtout fais pas ça, fais-le pas, fais-le pas. T'as ressenti quoi la première fois que t'as mis une paire de chaussures et que t'es parti à cet entraînement avec le groupe? J'avais peur parce que je me sentais pas... Enfin, j'ai jamais couru. Enfin, vraiment, je disais, si vous me voyez courir, partez en courant, c'est qu'il y a un problème. Donc, j'avais jamais couru. Puis je me suis dit, bah, j'essaye. Et puis, j'avais peur de pas être à la hauteur du groupe. Et puis, finalement, bah, c'était vraiment un entraînement adapté pour les débutants où elle disait, bah, vous courez un moment, vous marchez. Vraiment un démarrage progressif. Et tu avais besoin de cette émulation de groupe pour débuter? Oui, parce que je me sentais pas capable de le faire seule et j'avais pas la motivation, en fait, pas l'envie d'aller courir toute seule. Et tu disais, bah, le groupe, c'est des gens bienveillants, tu as trouvé une coach, c'est des gens qui t'ont donné le goût du mouvement. Ça remonte à il y a combien d'années, ça? Il y a 2 ans. Donc c'est tout récent. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent. C'est 2000, on est en 26, donc c'était 23, octobre 23. Et si on regarde le parcours sur ces 2 dernières années écoulées, au niveau de l'apprentissage de la course à pied, c'est quoi les événements les plus marquants pour toi? Au niveau de l'apprentissage, bah, en fait, le plaisir. Parce que franchement, je ne pensais pas avoir du plaisir. Et vraiment, en fait, j'ai trouvé cette notion de plaisir, de dépassement. Et ouais, tout ce sport individuel où on n'est jamais seul, je dirais. Enfin, vraiment, je le ressens. Moi, c'est ce que je ressens fort. C'est que quand je cours, je vais toujours courir pour moi. Puis c'est toujours un challenge personnel. Mais il y a toujours le groupe où... Voilà, je me sens jamais seule. C'est très joliment dit. C'est une activité individuelle, mais en fait, on n'est jamais trop seul, la course à pied. Ça, c'est clair. Et puis, tu as pris le goût au mouvement, tu as pris du plaisir. Et puis finalement, une chose en entraînant une autre, tu t'es retrouvé à t'inscrire pour un marathon. C'est ça. Je me suis dit, 40 ans, marathon, soyons fous. Et puis, du coup, j'ai posé la question à ma coach parce que je ne savais pas... Enfin, je ne savais pas si j'étais capable, si elle me pensait capable ou pas. Et puis, du coup, elle m'a fait un plan d'entraînement. Et puis, j'ai pu courir le marathon de Genève. Du coup, l'année passée, au mois de mai, l'année passée. Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, on va déjà commencer par la fin, peut-être. Qu'est-ce qu'on ressent quand on franchit la ligne de son premier marathon, ou peut-être même de ta première course à laquelle tu as couru réellement, parce que tu as parlé de Mort à Fribourg, où tu as fait la marche, mais c'est ta première course où tu as couru jusqu'à la fin, et puis tu as franchi la ligne d'arrivée. Oui, c'est de la fierté. Enfin, moi, je suis toujours de la joie. Vraiment, je suis toujours tellement contente. C'est le bonheur, je trouve, ces courses. Moi, j'aime bien cette ambiance. Je trouve cette ambiance, je vais dire, d'équipe, mais c'est pas ça, mais... Cette émulation. Cette émulation, bien sûr. Tout le monde encourage tout le monde. Tu te connais pas, mais finalement, tout le monde se tire en avant. Étant donné que ça reste quand même des sensations, des expériences extrêmement récentes, oui. Est-ce que tu avais quand même des inquiétudes
quant à la participation au marathon en te disant mais qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin, il y a des blocs de départ, peut-être que je vais me planter, je vais partir avec les élites ou des trucs comme ça. Bon, alors j'avais peur de me perdre. Déjà, il fallait trouver les sas de départ et tout. Et puis après, mon objectif, c'était d'arriver au bout. J'avais pas d'objectif vraiment de temps. C'était le plaisir en premier et d'arriver au bout. Donc, puis l'appréhension, ouais, de quand même de partir au bon moment, de trouver le départ, de pas me perdre sur le parcours. Ça, c'est ma grande hantise dans toutes mes courses. J'ai l'impression que je vais me perdre, mais Ah, ça m'est jamais arrivé. c'est assez bien balisé quand même. Donc, il n'y a pas trop de crainte à avoir à ce niveau-là, effectivement. Et pendant la course, quand bien même tu te dis, mon objectif principal, c'est de finir, de prendre du plaisir, il y a le moment où tu prends la ligne de départ, finalement, c'est un saut vers l'inconnu. Tu passes quand même par passablement de sensations entre le moment où tu pars, tu as les jambes entre guillemets qui sont fraîches, la mi-parcours où tu dis, bon là, là je suis vraiment dedans, il n'y a plus d'euphorie, il n'y a plus personne, ou il n'y a quasiment plus personne au bord de la route, et les moments difficiles. Donc, ça a été quoi un peu ton parcours pendant ce marathon, émotionnellement? Euh, alors, vraiment l'euphorie du début, où je suis partie un peu vite. Normal, je pense. C'est normal. Et puis après, j'avais fait une playlist où j'avais demandé aux gens de mon entourage de m'envoyer des chansons. Donc j'avais beaucoup aimé ça parce que j'avais vraiment de tout style. Donc j'avais beaucoup de souvenirs qui revenaient. Et puis vraiment, c'était un moment où j'ai pensé à plein de monde et où j'ai vraiment savouré. Et puis il y a plein de moments où je me disais, mais yes, je peux courir et... Enfin, c'est souvent pendant les courses où je me rends compte justement de mon parcours et puis que maintenant j'arrive à faire ça. Donc, en fait, souvent pendant les courses, je pleure un moment parce que je savoure vraiment ce moment, enfin le moment présent. Et puis... Après avoir finalement galéré entre guillemets pendant 10 ans, et alors fortuitement... Pas tant que ça, mais quand même, par la force des choses, tu t'es retrouvé à pratiquer la course à pied. C'est une activité qui est quand même un peu stressante, on dirait, pour les articulations. Donc, sur le papier, c'était clairement pas l'activité, j'imagine, que tu as écrit en numéro 1 le jour où tu t'es fait opérer. Mais qu'est-ce que ça a représenté pour toi, justement, de franchir cette ligne d'arrivée au vu de ces 10 années difficiles que tu venais de vivre? C'était une victoire. Et puis, j'ai pu finir le marathon avec mon fils, ma sœur, mon papa qui venait de se faire opérer du genou avec une prothèse, mais il a couru un bout avec moi, ma belle-mère. Enfin, c'était vraiment un moment... Enfin, c'était magique. Et la fierté dans les yeux de mon fils, c'était... ça n'a pas de prix. Oui. Aussi. Enfin, moi, j'étais fière pour moi, mais quand même de voir... l'entourage aussi heureux. Ça véhicule des belles images et ça envoie une image, un message positif aussi envers les autres. Et c'est vrai que les enfants, ils perçoivent aussi ce genre de signaux-là. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils se mettent à la course à pied si ce n'est pas déjà fait dans le Canada Club. C'est un peu le cas. Voilà, clairement. Donc tu vis cette première expérience et je sais comment c'est un peu comme les tatouages, même si moi j'ai réussi à m'arrêter quand même après certains. On finit son premier marathon. Peut-être qu'on passe par des moments difficiles pendant le marathon, mais dès qu'on a franchi la ligne d'arrivée et que le temps est redevenu un peu normal, on se dit « Waouh, quand est-ce que je recommence ?» Alors dis-moi Valérie, quand est-ce que tu recommences? Au mois de mai. Au mois de mai, Édimbourg. À Édimbourg. Aussi pour le marathon. Pourquoi avoir choisi Édimbourg? C'était une volonté de voyager aussi ou encore autre chose? Oui, j'avais envie de faire un marathon une fois à l'étranger. Et puis après, finalement, c'est la date qui a fait que ça tombait bien. C'est un long week-end. Donc j'ai dit, chouette, je peux courir le dimanche et avoir encore le lundi pour rentrer. Et puis Édimbourg, c'est une belle ville. Donc... T'es déjà allé? Oui. Ah, ouais. Okay. Et quelle place est là la course à pied dans ton quotidien maintenant, étant donné qu'il y a 10 ans, il n'y avait aucune place pour la course à pied. Donc maintenant, en plus, avec un enfant qui a 7 ans, donc qui est scolarisé, il y a tout un processus d'adaptation et organisationnel qu'il a quand même se mettre en place pour organiser tes entraînements. Donc, comment ça se passe au quotidien maintenant? Alors maintenant, je cours quand j'ai un peu de temps. Donc parfois le soir, quand mon fils est à la gym ou le matin.
Et puis, toujours avec mon groupe de course, je cours toujours avec eux. Donc, dès que j'ai un peu de temps, je vais courir. Puis, je m'entraîne, 3 ou 4 fois par semaine. Ça dépend. Il y a un point que j'ai adoré dans notre discussion jusqu'à maintenant, c'est que on a commencé par un moment difficile, les blessures, et puis on a parlé de course à pied, comme je pourrais parler de course à pied avec plein de monde, et puis on revient quand même, moi j'ai quand même toujours à l'esprit cette notion de douleur et le fait qu'il y a ce côté un peu éphémère et extrêmement fragile, parce qu'en soi, est-ce qu'on peut dire que tu es guéri? Non. Non, j'ai toujours le côté gauche qui est hyper sensible et puis, j'ai encore des crises de douleur et des jours où ça va vraiment pas. Mais pour l'instant, j'ai toujours pu courir. Puis les jours où j'ai vraiment trop mal, je fais moins ou pas du tout. Mmh. Mais tu as quand même réussi à trouver un équilibre à ce niveau-là et puis... Je pense quand même que la course à pied, ça t'aide aussi dans un certain sens parce que tu es active et puis tu penses à autre chose et puis ça te permet quand même de voyager. C'est ça. Non, vraiment, la course à pied, ça me fait du bien. C'est mon psy, quoi. Vraiment. C'est mon moment à moi et puis je suis vraiment dans le moment présent. Ça me fait du bien au corps et à la tête. Donc, c'est précieux. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se retrouve contraint, malheureusement physiquement, indépendamment de leur volonté, à justement être arrêté, alors qu'ils fassent du sport ou pas, mais qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ce moment-là pour apporter un peu de lumière dans cette obscurité? Je pense qu'il faut toujours garder l'espoir. Je me rappelle vraiment, un jour, j'étais au centre de la douleur, puis le professeur, il me disait « Vous verrez un jour, vous pourrez refaire un saut sur place. » Puis je pleurais, puis je disais « Non, mais jamais, là, j'arrive même pas à mettre une chaussette. » Et puis, voilà, il y avait des jours sans, il y a des jours sans, et c'est normal, mais garder l'espoir et puis essayer, en fait. Pour moi, il y a plein de fois où je suis partie marcher, puis je dis « Non, en fait, ça va pas. » Et je suis rentrée à la maison, mais... Je pense qu'il faut garder l'espoir et essayer, tenter. Toujours essayer de l'aller de l'avant. C'est ça. Tu as parlé d'un de tes défis, rêves sportifs. Est-ce qu'il y en a des autres qui sont prévus cette année? Un autre marathon, mais trail, du coup, marathon de la Swiss Peak aussi. Et puis, entre deux, des autres courses, des plus petites courses dans la région. Et... Donc, on verra des photos de toi sur les sentiers tout au long de l'année. C'est ça, normalement, si tout va bien. C'est magnifique. Oui. Je te remercie 1000 fois, Valérie, d'être venue raconter ton histoire. C'est vraiment inspirant et puis ça file un immense coup de boost, surtout déjà pour éviter de se plaindre des petits bobos, parce que toi, c'est un peu plus qu'un petit bobo. Et malgré ça, tous les jours, tu continues d'avancer et puis tu écoutes encore. Donc, merci pour ce témoignage. Et puis, je te souhaite une super balade sur les sentiers d'Édimbourg. Merci pour l'accueil. Merci. Merci d'avoir écouté Coureur du Dimanche. Si toi aussi tu as une histoire forte liée à la course, un défi, une galère, une renaissance, un moment fou, viens me l'envoyer. Les récits des coureurs comme toi font vivre ce podcast. À très vite et continue à courir au-delà du mur.